Tay-K, un jeune rappeur qui a énormément fait parler de lui en 2017, au point où de très grosses têtes d'affiche, comme XXXTentacion ou même Childish Gambino, lui ont montré leur soutien. Néanmoins, sa carrière aura été extrêmement courte après qu'il ait été condamné à plus de 55 ans de prison ferme à seulement 16 ans pour meurtre. Mais alors, qui était-il réellement? Qui étaient ses amis ou encore sa famille? Et que serait-il même devenu aujourd'hui? C'est ce que nous allons tenter de voir en retraçant tout son passé dans cette vidéo. Pour commencer, Tay-K, de son vrai nom Taymor, est un rappeur âgé de 20 ans qui est né le 16 juin 2000 à Long Beach en Californie, où il grandira jusqu'à ses 8 ans, puis déménagera avec sa mère dans l'espoir d'une vie meilleure dans le sud des États-Unis à Dallas, et plus précisément à Arlington, ville dans laquelle il connaîtra très tôt une enfance extrêmement compliquée. Né d'un père et d'une mère tous deux issus d'une grande pauvreté, ses parents faisaient tous les deux partie du gang des Crips, et très vite, son père prendra une lourde peine de prison alors que Tay-K n'était seulement âgé que de 4 ans. Suite à cet événement, devant déjà grandir sans leur père, Tay-K et sa sœur devront également grandir sans leur mère, puisqu'elle perdra le droit de les garder, ce qui les forcera tous les deux à aller vivre en foyer d'accueil pendant des années, jusqu'à ce que leur père sorte de prison et qu'ils réobtiennent leur garde, le temps que Tay-K ait déjà 13 ans. Néanmoins, son retour ne se passera absolument pas comme prévu, et à la maison, l'environnement deviendra extrêmement violent, jusqu'au point où lui et sa sœur s'enfuiront de chez eux pour aller vivre dehors tout seuls dans la rue, ce qui sera le début d'énormément de problèmes. Ainsi, étant toujours mineurs et donc considérés comme des enfants qui étaient juste en train de fuguer, selon ses propres dires, ce sera à partir de là que Tay-K aurait commencé à devenir sérieusement actif dans la rue, afin de ramener de l'argent pour pouvoir survivre avec sa sœur, notamment en commençant très tôt à vendre de la drogue. Et vous l'aurez donc compris, sa vie était déjà très mal partie dès le départ. Ainsi, Tay-K se lancera pour la première fois dans le rap, en formant un groupe avec ses potes en 2015, se nommant les Daytona Boys, où on pourra notamment y retrouver deux de ses amis avec qui il était très proche, dont un nommé Santana Sage, qui était un marine avec qui il avait grandi et qu'il considérait entre autres comme un grand frère, mais également Pimpies, qui était tout simplement son meilleur ami depuis tout petit, et qui est d'ailleurs complètement taré, mais vous comprendrez plus tard dans la vidéo pourquoi je dis ça. On pourra d'ailleurs retrouver leur premier vlog en 2015 avec toute leur clique, et où on pouvait entre autres y voir que Tay-K était vraiment encore un enfant à l'époque, même s'il était sûrement déjà ancré dans un environnement très sombre depuis des années. Je te laisse voir ça. My nigga G, he's a cool dude, bro. My nigga got the clean ass Honda Civic. My nigga G, his music go hard, he make cool beats. He's just a cool nigga. My nigga Maz. My nigga Maz. My nigga Waste Jones. He's just a real nigga. Flight Blue ain't shit at all. Fuck you, Top Flight Blue. Le groupe se lancera néanmoins pour la première fois sur leur premier morceau nommé Drift en décembre 2014, où on pourra donc retrouver le tout premier couplet de Tay-K de toute sa vie. Suite à ça, Tay-K, qui avait encore 14 ans à cette époque, aurait commencé à trouver un plutôt bon intérêt pour la musique, et lâchera donc ses premiers sons en solo sur SoundCloud en enchaînant avec Beef Xanen puis avec Sly Cooper, ce qui commencera à lui apporter le début d'un succès underground dans sa ville, notamment avec le morceau Megaman, mais sans qu'il fasse encore réellement de bruit. On pouvait d'ailleurs y constater qu'il avait une voix très aiguë à l'époque, je vous laisse voir ça. Néanmoins, commençant à réaliser qu'il avait un sérieux talent dans le rap et qu'il pourrait potentiellement trouver une issue dedans, dans la même période, Tay-K commencera à contacter de gros médias rap dans l'espoir d'attirer leur attention, prenant bien le fait que malgré son jeune âge, il avait déjà une vie de gangster et qu'il faisait déjà des choses que des gens bien plus grands que lui n'oseraient jamais faire. Et dans la même période, lui et son groupe de potes commenceront sérieusement à essayer de créer un buzz autour d'eux, notamment en allant faire des petits concerts dans des fêtes de leur ville, ce qui permettra d'ailleurs à Tay-K de rencontrer pour la première fois un rappeur qui commençait vraiment à se faire connaître. Mais alors que tout semblait très bien se passer pour leur groupe, ce sera néanmoins à partir de cette période que tous les problèmes vont commencer à arriver et que toute la vie de Tay-K va devenir de plus en plus sombre au fil des semaines. Ainsi, tout commencera donc le jour du Nouvel An en 2016, quand Tay-K et son groupe vont décider de se réunir en l'occasion pour faire un de leurs shows dans une soirée, histoire de faire découvrir leur musique aux gens et de tout simplement passer du bon temps entre eux. Alors que la soirée se termine et que tout semble s'être plutôt bien passé, Tay-K et ses amis vont décider de quitter le show et vont donc rentrer chez eux en voiture et commencer ainsi à rouler tranquillement jusqu'à ce qu'à un moment, ils s'arrêtent en tombant sur un feu rouge. En attendant que le feu redevienne vert, ils vont apercevoir une voiture avec des personnes ressortant de la même fête qu'eux, contenant à l'intérieur 2 hommes et 2 femmes, et avec à la place du conducteur une fille de 20 ans nommée Sarah. En les voyant, Tay-K et ses potes, qui étaient probablement bourrés, vont baisser la vitre et rigoler en commençant à faire des avances sexuelles aux femmes, ce qui aurait fortement déplu aux garçons qui étaient avec elles. À un moment donné, un des gars dans la voiture va à son tour baisser sa vitre et dire à Santana Sage et Tay-K de tracer leur route en les menaçant de les niquer, et c'est à partir de là que tout va aller très vite.
Santana Sage étant déjà très nerveux car il s'était déjà battu avec un autre gars dans la même nuit, il aurait très vite pété les plombs et aurait directement pointé son arme envers le gars sans même essayer de comprendre, lui tirant 2 fois dessus. Néanmoins, une des 2 balles serait malencontreusement allée dans la tête de Sarah, qui était la fille qui conduisait la voiture, la touchant alors mortellement sur le cou et laissant leur voiture faire un accident. Quelques jours après, Santana Sage, de son vrai nom Eric Johnson, se fera arrêter pour meurtre, et Taikai et Pimpies seront identifiés comme étant dans la voiture, mais pas impliqués dans le meurtre, dû au fait qu'ils étaient encore âgés de seulement 15 ans au moment des faits. Néanmoins, même si tous les deux ne risqueront rien, les choses vont vite s'empirer pour Santana Sage, puisque déjà qu'il risquait très gros, un de ses potes va envoyer un message privé sur Twitter à un des gars avec qui Santana Sage s'était embrouillé dans la voiture, déclarant que s'il leur avait tiré dessus, c'était pas de leur faute, mais juste parce qu'il était déjà énervé de base, et qu'ils étaient juste présents au mauvais endroit, au mauvais moment. Ainsi, après ça, il plaidera non coupable, mais au fil du temps, il sera néanmoins reconnu comme le tueur de Sarah, et avouera finalement à la juge qu'il avait bel et bien tiré ce soir-là, mais que c'était juste pour leur faire peur, et qu'il avait jamais voulu tuer qui que ce soit. Il sera par la suite finalement condamné à plus de 44 ans de prison, un événement qui marquera énormément Taikai, qu'il considérait comme un grand frère. D'ailleurs, après ça, il lui montrera beaucoup de soutien, et on peut notamment retrouver jusqu'à aujourd'hui ses anciens commentaires sous certaines de ses photos Insta, disant à Santana Sage de rester fort en prison. Ainsi, pour récapituler, à ce moment-là de l'histoire, Taikai et son meilleur ami Pimpies étaient seulement âgés de 15 ans, quand ils venaient de voir un de leurs meilleurs amis tuer une femme innocente d'une balle dans la tête juste en face d'eux, et prendre 44 ans de prison ferme. Et même si cette histoire n'avait encore eu aucune conséquence directe sur eux, dû au fait qu'ils étaient encore mineurs au moment des faits, ce sera néanmoins le début pour Taikai et Pimpies d'énormément de problèmes, cette fois-ci bien plus graves, et c'est ce qu'on va tout de suite voir avec le premier événement qui a mal tourné. Ainsi, on se retrouve seulement quelques mois plus tard, et nous sommes donc le 26 juillet 2016, lorsqu'une fille de 16 ans va proposer à Taikai et ses potes d'élaborer un plan pour aller dépouiller un gars qui détenait de la drogue et de l'argent. Le plan était simple, la fille draguait depuis quelques semaines le mec, et devait donc faire en sorte de passer une soirée chez lui pour y faire entrer tous ses complices et dépouiller absolument tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Le plan devait donc se dérouler dans une maison à une adresse très précise dans le Texas, et c'était d'ailleurs un endroit surveillé depuis pas mal de temps, car la police avait beaucoup d'enregistrements d'échanges de drogue là-bas, et d'altercations ayant eu lieu à cette adresse. Ainsi, le but était qu'elle drague Zachary Beloit en restant chez lui pour passer la soirée avec 2 autres meufs, en fumant tous tranquillement ensemble, puis par la suite, à un moment où il serait pas trop attentif, elle irait très vite ouvrir la porte d'entrée sans se faire remarquer, et Taikai et ses potes viendraient tout de suite et le braqueraient tous chez lui. D'ailleurs, c'était pas la première fois qu'elle faisait ça, puisqu'apparemment elle aurait ramené plusieurs fois des potes à elle chez lui pour lui voler des trucs, mais sans jamais que ça prenne une ampleur aussi grave. Ainsi, pendant la soirée, les 3 filles seront dans un groupe WhatsApp, en train de parler avec Taikai et ses 6 autres complices, dont encore une fois son meilleur ami Pimpies, jusqu'au moment où une d'entre elles ira ouvrir la porte d'entrée, puis leur enverra immédiatement un message pour leur dire que c'était le moment ou jamais d'entrer. Ainsi, Taikai et ses potes entrèrent tous d'un coup dans la maison et pointèrent tout de suite Zachary avec leurs armes, lui demandant où était la drogue et l'argent, mais manque de chance, ce soir-là, ils n'avaient rien chez lui. Ainsi, dès qu'il va leur dire, un des hommes nommé Sean Robinson va péter un câble et prendre son arme, lui tirant dessus et le laissant s'effondrer sur le canapé. Après ça, ils continueront de retourner la maison et vont se rendre compte d'une chose, Zachary vivait avec un colocataire qui s'appelait Ethan Walker et qui, ce soir-là, était juste tranquillement en train de jouer à la play avec sa copine à l'autre bout de la maison. Ainsi, très vite, un autre complice de Taikai nommé Latarian Merritt va entrer dans la chambre et tout de suite pointer son arme sur eux, leur demandant où était la drogue et l'argent. Ethan Walker, n'ayant rien à voir avec ces histoires de drogue, lui répondra qu'il en savait absolument rien, et quand il entendra ça, Latarian va à son tour péter un câble et lui tirera directement dessus sans même réfléchir, le touchant mortellement dans l'abdomen et le tuant juste devant sa copine qui était juste à côté de lui. Après ça, Taikai et tous ses autres complices prendront tout de suite la fuite, et ainsi Zachary Beloat, qui était l'homme qu'ils étaient à la base venus dépouiller, ira à l'hôpital et survivra à ses blessures, n'ayant par chance reçu qu'une balle dans le bras, mais Ethan Walker y succombera et perdra la vie, laissant ce soir-là derrière lui sa femme, sa famille, mais également sa fille de 3 ans qui devra grandir sans son père toute sa vie. Ainsi, on se retrouve seulement quelques jours plus tard, et la police va très vite faire le rapprochement, dû au fait que Zachary connaissait l'identité des 3 filles qui étaient à la base venues chez lui, et retrouveront donc très vite Taikai et tous ses autres complices ayant participé à ce braquage raté. Quand ils seront arrêtés, ils seront absolument tous poursuivis pour meurtre et vol à main armée, et tous ceux dans leur groupe qui avaient plus de 18 ans iront en détention provisoire, pendant que ceux qui étaient encore mineurs seront placés en assignation à résidence, devant chacun porter un bracelet électronique, et c'est là que tout va commencer. Ainsi, on se retrouve donc maintenant 8 mois après qu'ils soient tous fait arrêter, et ça va bientôt faire 1 an que Taikai est bloqué chez lui. Ayant donc l'interdiction formelle de sortir de chez lui, et s'ennuyant en attendant son procès vu qu'il avait rien à faire, Taikai va littéralement péter un câble et faire quelque chose qui va définitivement changer sa vie à jamais, couper son bracelet électronique. On est donc ainsi le 27 mars 2017, et juste après être passé à l'acte, Taikai fera un tweet très connu où il insultera la police, leur disant qu'ils devront l'attraper dans la rue.
Après ça, il partira en cavale avec l'aide de ses potes et s'enfuira en voiture jusqu'à San Antonio, où il commettra un autre meurtre en tirant sur un photographe et en frappant un vieil homme de 65 ans jusqu'à le laisser pour mort, ce qui aggravera énormément son cas, mais on y reviendra plus tard. Ainsi, durant cette période, son nombre d'abonnés, notamment sur SoundCloud, va juste exploser et il va commencer à y avoir une très grosse hype autour de lui. Puis après avoir passé un peu de temps là-bas, il reprendra la fuite et s'enfuira cette fois-ci vers Elizabeth dans le New Jersey, où il ira encore une fois se cacher chez des potes à lui. Là-bas, réalisant qu'il était en train d'avoir un buzz grandissant de jour en jour, il ira au studio et enregistrera une mixtape qu'il nommera Santana World en hommage à son pote Santana Sage, condamné à 40 ans de prison dont on avait parlé au début de la vidéo, et il aura même pour ambition de sortir un clip, mais problème, il avait pas de caméra. Ainsi, ça l'amènera à commettre son premier meurtre en cavale lorsque le 23 avril 2017, Taika ira braquer Mark Saldivar, un photographe de 23 ans, dans le but de lui voler son matériel. L'homme ne voulant pas donner sa caméra, Taika y pointera son arme et lui tirera directement dessus, le touchant alors mortellement et prenant directement la fuite en le laissant pour mort sur le sol. Néanmoins, ça ne s'arrêtera pas là, puisque quelques semaines plus tard, il braquera également un homme âgé de 65 ans dans un parc, lui volant son portefeuille et le frappant jusqu'à ce qu'il tombe inconscient en le laissant également pour mort, ce qui sera un crime extrêmement grave qui entraînera d'énormes problèmes pour son casier. Néanmoins, ayant enfin sa caméra et tout le matériel dont il avait besoin, ça sera dans cette période qu'il enregistrera et clippera enfin son fameux morceau The Race, alors que les médias parlaient toujours de plus en plus chaque jour de son histoire. Le 26 juillet, la police ira même jusqu'à poster des photos de Taika sur leur site, avec une description laissant présager qu'il était possiblement toujours au Texas, et ce sera finalement à peine une semaine après qu'il se fera enfin capturer par la police, ce qui passera même à la télé. Well, tonight, that teenager is in a more serious setting than he has been in before. In his first court appearance, since he was captured by U.S. Marshals last month, the juvenile court judge decided that he should be held here in the jail with the adults, where hashtags and millions of video views won't have much influence. After he was first arrested last year, a juvenile court judge released him. He cut off an ankle monitor and has since been connected to more crimes, including a violent robbery in Arlington. Néanmoins, étant clairement en train d'avoir une audience qui grandissait de jour en jour, ce sera le soir même où il se fera arrêter qu'il annoncera la sortie de son clip The Race, en postant une vidéo sur Twitter en provoquant encore une fois la police, et c'est là qu'il connaîtra un buzz sans précédent et que les médias vont absolument tous s'affoler. Ainsi, tout de suite dans les jours succédant son arrestation, le clip va faire énormément de bruit et très vite taper des dizaines de millions de vues, et ceci sera dû à plusieurs raisons. Premièrement, dedans on pourra le voir fumer un blunt devant son propre avis de recherche accroché sur un poteau, faire des signes avec ses mains montrant son appartenance à un gang, faire référence à différents meurtres qu'il a pu commettre, ou encore s'afficher fièrement avec des armes durant tout le long du clip. Grâce à l'histoire derrière le morceau et dû au fait qu'il est très entraînant, le son connaîtra un buzz clairement unique et sera certifié disque de platine, atteignant même la 44e place au Billboard, en faisant alors un hit instantané. Énormément de très gros rappeurs en feront d'ailleurs des remixes, notamment avec Tyga, Fetty Wap, ou même encore 21 Savage avec son cousin. Dans la même période, il y aura même de très grosses têtes d'affiche aux États-Unis qui iront jusqu'à lui montrer leur soutien en prenant le fait que Taika était qu'un enfant, notamment avec XXXTentacion, Childish Gambino, ou même encore Travis Scott qui citera ses paroles dans un tweet. Le hashtag FreeTaika finira très vite en tendance partout, et pour pousser le bouchon encore plus loin, il y aura même des t-shirts FreeTaika qui seront mis en vente. Mais néanmoins, désormais malgré tout son buzz, Taika aura perdu sa liberté, et cette période marquera le début d'une véritable descente aux enfers qui va littéralement gâcher tout le restant de sa vie. Ainsi, on se retrouve maintenant plusieurs mois après son arrestation, et on aura enfin du nouveau lorsqu'on aura des nouvelles photos de lui, nous apportant un peu de nouvelles après presque un an sans aucun signe de vie. Mais néanmoins, ce sera également pendant cette période qu'il va commencer à se passer énormément de choses pendant sa vie en prison. Pour commencer, au fil du temps, Taika aura des comportements très étranges et il y aura même des rumeurs très sérieuses affirmant qu'il serait devenu extrêmement dépressif, au point de vouloir possiblement mettre fin à ses jours, après qu'on l'ait notamment vu sur des photos avec une veste qu'on donne en prison aux détenus susceptibles de vouloir se faire du mal, et même si son manager, qui est son ami d'enfance, le démentira, il s'avérera que ce sera bel et bien la vérité, puisqu'il était tellement triste que la prison avait préféré lui donner cette veste pour qu'il puisse vraiment pas se faire de mal. Après son arrestation, il prendra néanmoins contact avec l'avocat de Kodak Black pour qu'il puisse le défendre, mais sa situation sera extrêmement compliqué, étant donné qu'entre-temps, il sera accusé d'avoir commis énormément de crimes à l'intérieur de la prison. Parmi ces délits, il sera notamment accusé de consommation et de revente de drogue dans la prison, d'avoir frappé son codétenu, d'avoir participé à une bagarre entre les détenus et les gardiens qui aurait fait plusieurs blessés, d'avoir utilisé des téléphones à plusieurs reprises, il ira d'ailleurs même jusqu'à poster une photo sur Insta qui tapera plus d'1 million de likes, et même d'avoir créé un gang à l'intérieur de la prison, après que les gardiens aient trouvé un papier où il avait commencé à écrire les règles qu'il y aurait dans le gang.
Entre temps, dû à tous les délits qu'il avait commis, il aura passé des journées entières en isolement 23 heures sur 24, seul dans une cellule, en n'ayant qu'une heure pour faire du sport, et en août 2018, il sera même transféré dans une prison de sécurité maximale, où il récupérera encore un téléphone, et postera d'ailleurs cette fameuse photo si connue sur Insta. Et entre temps, il aura également menacé un garde, en lui disant que s'il le recroisait dans la rue, il fera mieux de courir, et entre temps, il écrira également une lettre pour faire partie des XXL Freshmen de 2017, qui aura ému beaucoup de gens, où il disait notamment qu'il représentait tous les enfants qui venaient du ghetto et qui méritaient clairement de faire partie des artistes de l'année, même s'il aura finalement jamais été accepté. Ainsi, vous l'aurez donc compris, sa situation se sera clairement empirée en prison, et même s'il avait beau avoir un des meilleurs avocats au monde, c'était néanmoins très peu probable que Taekai s'en sorte, vu tous les crimes qu'il allait devoir affronter, et c'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette dernière partie. Ainsi, on se retrouve maintenant plus de 2 ans après l'arrestation de Taekai, et la situation semble plus sans aucun espoir pour lui et tous ses complices. Ainsi, durant le procès, la meuf blonde de 16 ans, dont on avait parlé au début de la vidéo, jouera la victime et prendra 20 ans de prison pour avoir planifié le cambriolage qui a mal tourné, et ce sera celle qui prendra la peine la moins grosse dans toute l'histoire. Latarian Merritt, qui avait tiré sur Zachary dans le cambriolage quand il lui avait dit qu'il avait pas de drogue et pas d'argent, plaidera non coupable mais sera retrouvé comme bel et bien le tireur, et finira condamné à la prison à vie sans aucune possibilité de prise de parole. Une des autres filles nommée Ariana plaidera quant à elle coupable pour vol aggravé et acceptera de balancer tous ses complices et notamment Taekai pour prendre 25 ans de prison. Durant le même mois, Sean Robinson, qui était celui qui avait tué Ethan Walker devant sa copine, plaidera directement coupable pour meurtre et prendra 40 ans de prison, alors qu'il risquait quant à lui très sérieusement la peine de mort. Le meilleur ami de Taekai, Pimpies, plaidera coupable pour vol aggravé et connaîtra un procès assez spécial, puisqu'elle lui proposera de prendre uniquement 20 ans de prison s'il acceptait de balancer sur Taekai, ce à quoi il répondra à la juge d'aller sucer sa bite quand elle lui demandera, disant que ce sera jamais une balance. Au final, il sera condamné à plus de 30 ans de prison, il y aura même la vidéo de Pimpies durant son procès, où on pourra d'ailleurs au début le voir sourire et rigoler, jusqu'au moment où il réalisera d'un coup qu'il passera vraiment 30 années en prison, voyant alors son visage complètement s'assombrir. Ainsi, on arrivera finalement après des mois et des mois d'attente à Taekai qui fut la dernière personne à être jugée, et son procès commencera le 16 juillet 2019. Quand la juge lui proposera, il refusera de balancer qui que ce soit et ne parlera sur personne. Au tribunal, il plaidera coupable pour 2 vols aggravés, mais non coupable pour les meurtres, ce qui était une très mauvaise stratégie, puisque reconnaître le fait qu'il était présent lors des meurtres le rendait déjà presque complètement coupable. Durant le procès, Taekai affirmera qu'il était là uniquement pour voler la drogue, et qu'il s'attendait absolument pas à ce que qui que ce soit se fasse tuer durant le braquage. Et son avocat appuiera bien sur le fait que c'était qu'un enfant, montrant même une vidéo après son arrestation quand il avait seulement 16 ans, où on voyait Taekai pleurer de désespoir. Ainsi, il sera finalement condamné à plus de 55 ans de prison, le forçant alors à rester emprisonné au minimum jusqu'à ses 74 ans, sans compter tous ses autres crimes qui attendent encore d'être jugés et qui le feront probablement prendre la prison à vie. Après ça, la famille d'Ethan Walker le poursuivra en justice pour $1 million et voudront faire en sorte qu'il puisse plus récupérer aucune partie de l'argent qu'il avait fait avec The Race. Et on apprendra également que durant ce temps, il aura néanmoins pu gagner $700 000 pour mettre sa famille à l'abri en signant dans un label. En conclusion, chacun d'entre eux aura gâché sa vie, ou du moins une très bonne partie, et Taekai n'aura même pas pu vivre ne serait-ce qu'un seul jour en profitant de sa célébrité et des millions de dollars qu'il aurait pu faire, après avoir vécu dans la pauvreté toute sa vie. Les regrets qu'il est sûrement en train de ressentir doivent probablement être énormes, et actuellement il est très probable qu'il soit dans une grosse dépression pour une très grande partie de sa vie. Il ne reverra sûrement jamais son meilleur ami Pimpies, qui lui serait resté fidèle jusqu'à la fin en refusant de le balancer devant la juge, et même si tous les rappeurs lui auront montré du soutien, et qu'il aurait très possiblement pu devenir une superstar à l'heure d'aujourd'hui, il finira néanmoins sa vie derrière les barreaux, sans que qui que ce soit puisse y faire quoi que ce soit, finissant alors seul dans une cellule avec sa tristesse. Enfin bref, pour conclure, vous l'aurez deviné, je pense qu'à l'heure actuelle, Taekai aurait eu le potentiel de devenir en quelque sorte le chief kiff de la nouvelle génération, et il est très probable qu'il aurait lâché de très gros morceaux, surtout quand on voit qu'il a enregistré la seule mixtape de sa carrière en seulement quelques semaines, et que ça l'a néanmoins clairement pas empêché de lâcher des bangers monstrueux. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo parce qu'elle m'aura vraiment prise énormément de temps, tant au niveau des recherches qu'au niveau du montage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en aurez pensé dans les commentaires, à vous abonner et à lâcher un like. Et en attendant, moi je vais vous dire bye, c'était Afflex, et sur ce, à une prochaine vidéo.